Donc, on est content aujourd'hui de parler avec Brian Gagné-Henry, qui est planificateur financier dans le département du développement des affaires chez Services d'investissement Féric. Aujourd'hui, on va parler d'investissement, de gestion de la dette et de finances personnelles en général. Donc, premièrement, juste pour ouvrir la discussion, nous faire une petite présentation de Services d'investissement Féric, c'est quoi les missions de la firme. Bien sûr. Content d'être avec vous, messieurs, pour commencer. Qui est Féric exactement? En fait, Service d'investissement Féric est le placeur principal des fonds Féric qui, en fait, offre ou distribue plutôt des fonds communs de placement et offre des services de planification financière spécifiquement aux professionnels en génie du Québec, dont cela inclut les étudiants parmi nous, mais aussi leurs familles et leurs entreprises. Et qu'est-ce qui distingue en fait, le modèle d'affaires du fait que nous sommes un organisme à but non lucratif, donc c'est un OBNL dans les services financiers. Et en fait, la mission chez Féric est réellement d'accélérer l'autonomie financière des professionnels en génie du Québec, donc encore une fois incluant les étudiants. Et l'autonomie financière, en fait, c'est un nouveau sujet qui est très populaire de plus en plus. Là, et il y en a des fois qui se posent peut-être la question de qu'est-ce que c'est exactement. Mais c'est simplement l'acte d'être capable de maintenir notre rythme de vie, mais en diminuant, en fait, nos heures travaillées, si on veut. Donc, ça nous permet de garder ce que nous avions, en fait, comme rythme de vie, mais évidemment en prenant moins sur notre charge de travail à chaque semaine. Parfait. Merci beaucoup pour cette petite introduction. Pour commencer à la base, pouvez-vous nous expliquer c'est quoi la différence entre un véhicule d'épargne et un produit d'épargne? Oui, bien sûr. Avant, évidemment, de commencer de rentrer dans les détails financiers, tout ça, je dois juste simplement faire une petite mise en garde que dans les services financiers, c'est toujours du cas par cas. Donc, évidemment, tout ce que vous allez entendre aujourd'hui est à titre informatif. Donc, si jamais vous avez des questions plus précises, je vous invite à venir me parler, moi. Par la suite, si vous voulez des conseils plus individuels. Mais évidemment, gardez en tête que tout ce qui va être dit aujourd'hui est à titre informatif. Donc, petite note à garder en tête. Mais oui, en fait, qu'est-ce qu'il y a la différence entre un véhicule d'épargne et un véhicule enregistré? En fait, c'est important de comprendre la distinction entre un type d'investissement, un type de compte, mais aussi les véhicules enregistrés comme un CELI, un REER, un REE, ou même le CELIAP qu'on va discuter ensemble aujourd'hui. Donc, la manière la plus simple de les distinguer, c'est important de comprendre que les véhicules enregistrés vont amener des avantages fiscaux à nos différents types de comptes que nous avons. Et là, évidemment, il peut y avoir différents types de placements, comme des fonds comme un placement auxquels vont investir notre argent, mais qu'ils soient à l'intérieur d'un REER ou d'un CELI, la manière dont on va traiter fiscalement ces rendements-là va être différente, parce qu'on peut aller chercher des avantages ou des avantages pour chacun. Peux-tu, peut-être juste pour nous mettre en contexte, peut-être faire un petit exemple d'un mix qu'on pourrait avoir avec un véhicule de placement et un produit d'épargne? Bien sûr, en fait, par exemple, on pourrait avoir un fonds commun de placement qui est un CELI. Donc, l'exemple que j'aime donner avec le fonds commun de placement, puis la distinction que ce soit un CELI ou un REER, c'est que le fonds commun de placement, lui, évidemment, va être investi dans les actions et des obligations. Donc, c'est un grand panier diversifié de plusieurs types de placements. Et à l'intérieur de ce placement-là, évidemment, il va y avoir un rendement. Donc, parce que si telle compagnie a performé ou pas, exemple qu'on a un rendement de 5 % dans un portefeuille, mais le portefeuille va toujours rapporter 5 %. Qu'il soit dans un CELI ou dans un REER, le rendement ne change pas pour ce placement-là, mais la manière qu'on va le traiter fiscalement peut avoir un impact. Donc, comme le CELI, évidemment, qui est le compte épargne libre d'impôt, dont l'acronyme, ça veut dire que les rendements qui vont être faits à l'intérieur de ce compte-là ne sont pas imposables. Donc, si nous avons fait de l'argent en fin d'année, quand nous allons retirer l'argent du CELI, nous ne devons pas une scène à personne. Par rapport à un fonds qui ne serait pas dans un véhicule d'épargne, on dit que CELI, c'est libre d'impôt. Oui. Dans un compte normal, ce serait quoi le traitement fiscal que cet investissement-là aurait? Une excellente question. En fait, c'est ce que nous appelons sur les comptes non enregistrés ou des comptes ouverts, c'est des synonymes. Le traitement fiscal, en fait, est de déclarer un gain en capital sur le type de placement. Donc, encore une fois, on prend l'exemple du fonds commun de placement, parce qu'on a fait un rendement à la fin de l'année. En fait, on doit prendre le gain du placement et on déclare comme un gain en capital. Et ce montant-là, on doit prendre 50 % de ce gain en capital-là et l'ajouter sur notre revenu brut imposable. Donc, si on va faire un exemple avec des chiffres concrets, exemple qu'on a mis 1 000 $ dans un placement, il double, il va à 2 000 $ par exemple. Ce 1 000 $ de gain, 50 %, dont 500 $ est ajouté sur notre revenu brut imposable.
Donc, si on fait 20 000 par année, on ajoute 500 sur notre revenu brut imposable. Et à ce moment-là, ça va être, dépendamment de notre braquette d'imposition, le taux qui va nous être chargé à ce moment-là. Parfait. Ben, venez de nous expliquer un petit peu plus en détail le CELI. Est-ce que vous pouvez faire un petit overview de tous ces différents véhicules d'épargne? Le REER, le CELI, le CELIAP qu'on va expliquer un petit peu plus en détail tantôt, et le REE. Oui, bien sûr. Donc, le CELI, comme vous avez dit, je l'ai mentionné. Le REER, un peu en sens contraire du compte enregistré, où est-ce qu'on va payer de l'impôt et qu'on ajoute au revenu brut imposable, le REER nous permet de réduire notre revenu brut imposable. Ce qui veut dire que lorsque nous allons cotiser à un REER, le montant de cotisation réduit notre salaire brut imposable. Donc, dans le même exemple, si on fait 20 000 par année, on cotise 1 000 dans le REER, on est imposé à 19 000 pour cette année-là. Donc, on vient sauver de l'impôt. Par contre, ce qu'il faut garder en tête, ce qui est très important, c'est que lorsque nous allons retirer l'argent du REER, nous allons être imposés à ce moment-là, dépendamment de notre braquette salariale, à ce moment-là également. Donc, c'est important de savoir que ça ne veut pas dire qu'on cotise dans un REER aujourd'hui, qu'on va payer nécessairement moins d'impôts que quand on va le retirer à long terme. Donc, c'est quand même quelque chose qu'il faut bien évaluer. Puis, encore une fois, c'est toujours du cas par cas. Mais le REER nous permet quand même de faire de l'épargne à l'abri de l'impôt à l'intérieur du REER, dans le sens qu'on n'est pas imposé lorsqu'on fait des rendements. C'est vraiment seulement quand on va le retirer à long terme qu'on va être imposé. Mais le but et le travail de nos planificateurs financiers chez Service d'investissement féerique, c'est justement d'être capable de regarder avec vous c'est quand le bon moment de cotiser à des REER. Oui, il y a une chose qui est le plan d'accumulation pour arriver à la retraite, mais il y a aussi le plan de décaissement qui est aussi important pour savoir, une fois arrivé à la retraite, quel compte qu'on retire en premier, lequel qui a des avantages fiscaux pour nous ou non, quand est-ce qu'on demande nos pensions de vieillesse et autres pensions du gouvernement. C'est tous des facteurs qui nous pouvons évidemment ajouter un conseil, surtout au niveau fiscal par rapport à ça. Et lors du décaissement d'un REER, contrairement au CELI, il va y avoir de l'impôt sur le gain en capital qui va être ajouté au revenu imposable de... En fait, il ne faut pas nécessairement l'appeler un gain en capital parce que c'est vraiment, tous les gains, comme j'ai mentionné, sont à l'abri de l'impôt à l'intérieur du compte, mais oui, lorsque nous allons retirer, ce montant-là va être ajouté sur notre revenu brut imposable. Dans le même principe qui a été réduit lors de la cotisation, lors du retrait, il va être ajouté sur notre revenu brut imposable. De même que les intérêts faits avec le placement. Exactement. En fait, c'est vraiment le montant qu'on retire. Okay, le montant la manière qu'on a fait l'argent, que ce soit des intérêts, des gains en capital, c'est vraiment le montant qu'on retire que lui est imposé sur notre revenu brut imposable. Maintenant, nouveau véhicule de placement qui s'en vient du gouvernement fédéral, qui s'appelle le CELIAP. Oui. Peux-tu nous faire un petit overview là-dessus? Je sais que nous, on en entend souvent parler là, en tant qu'étudiants. Oui, évidemment, de plus en plus, là, et ça, c'est vraiment presque un paradis fiscal, si on veut. C'est vraiment quelque chose qui va être idéal pour les nouveaux acheteurs, en fait, là, au Canada. En fait, c'est admissible pour tous ceux qui sont résidents au Canada et qui veulent évidemment, et qui n'ont pas encore acheté de première propriété ou qui n'ont pas été propriétaires dans les 4 dernières années, ils peuvent utiliser CELIAP. Maintenant, qu'est-ce que c'est exactement? En fait, j'aime ça dire que c'est un mélange du CELI, du REER et du RAP, que nous avons le régime d'accès à la propriété qui existait déjà. Donc, pourquoi les trois? C'est que lors de la cotisation au CELIAP, comme le REER, nous allons avoir une réduction de notre revenu brut imposable annuel. Donc, ça, c'est l'avantage tel que le REER. Pourquoi comme le CELI? Lorsque nous allons retirer du CELIAP, nous ne sommes pas imposés sur les sommes en fait, qui sont retirées et nous ne sommes pas obligés de le rembourser, comme qui est dans le cas en fait, du régime d'accès à la propriété, donc dans le RAP. Donc, c'est ça la grosse différence. Et on a le droit, lors de l'ouverture de compte, de cotiser jusqu'à 8 000 par année dans le CELIAP, jusqu'à concurrence de 40 000, donc sur une période de 5 ans. Et ce qui est important aussi à savoir, c'est que si, exemple, nous ouvrons le compte aujourd'hui pour le CELIAP, mais que nous ne cotisons rien ou à peine dans le compte, l'année prochaine, dans l'année 2, nous avons le droit de rattraper une année de cotisation dans le CELIAP. Donc, il faut ouvrir le compte le plus rapidement possible pour pouvoir bénéficier des cotisations futures, même si on ne planifie pas tout le faire d'année en année. Mais c'est important de garder en tête qu'on peut seulement garder le compte ouvert pour une période de 15 ans total. Donc, il ne faut pas l'ouvrir aujourd'hui en pensant peut-être acheter dans 15 ans. Il faut quand même bien planifier là, la période de temps, si on veut. Mais rapidement, ça ressemble à ça. Encore une fois, pour le comparer au RAP, c'est vraiment normalement dans le régime d'accès à la propriété. Oui, on peut retirer d'un REER jusqu'à 35 000 dans le cadre du RAP, sans être imposé lors du retrait. Mais après une période de 2 ans,
nous devons rembourser le montant que nous avons pris du REER. Donc, si on a pris 30 000 par exemple, par année, ça fait à peu près 2 000 par année, en fait, sur la période de 15 ans. Dans le cadre du CELIAP, on n'est pas obligé de rembourser ces sommes-là. C'est ça qui est surtout intéressant dans le cas du CELIAP. Une petite question, en fait un petit exemple. Si quelqu'un présentement a 6 000 dans son REER, par exemple, puis décide que c'est plus avantageux pour eux de l'avoir dans le CELIAP, est-ce que ces fonds sont transférables directement? Puis, si c'est le cas, est-ce que tu es imposable pendant ce transfert-là? Est-ce que tu es imposé? Excusez-moi. C'est une excellente question. En fait, oui, on peut transférer des sommes d'un REER envers le CELIAP et vice-versa. Et je vous explique pourquoi on voudrait peut-être ou pas faire certaines stratégies. Encore une fois, ça dépend toujours de la situation particulière. Mais on peut, en fait, dans le cas qu'on a accumulé de l'argent dans un REER, qu'on n'a pas nécessairement des sommes à mettre dans le CELIAP à part, qu'on veut faire notre cotisation au CELIAP, on peut faire tout simplement un transfert d'un à l'autre. Le désavantage de faire ça, par contre, est que nous perdons des droits d'utilisation au REER. Parce que le REER, en fait, la limite de cotisation, c'est 18 de notre revenu brut annuel, rétroactif sur les 10 dernières années, dans le cas qu'on veut cotiser aujourd'hui. Mais en fait, sur une durée de vie, si on veut, le REER nous permet 18 de notre revenu brut annuel. Si on transfère du REER envers le CELIAP, on perd ces droits de cotisation-là, dans le sens qu'on ne va pas pouvoir les remettre dans le REER à ce moment-là. C'est sûr que là, c'est quand même un mal pour un bien, dans le sens qu'on va quand même pas être imposé lors du retrait, qu'on va pas bénéficier du CELIAP à ce moment-là, donc c'est quand même un avantage. Mais si on veut parfaitement optimiser notre fiscalité, ça serait mieux de techniquement pas toucher à l'argent qu'on a dans le REER. Et dans le scénario contraire, où est-ce que, par exemple, nous avons accumulé de l'argent dans le CELIAP et que finalement nous n'achetons pas une propriété, nous pouvons transférer les sommes du CELIAP dans un REER. Et là, à ce moment-là, c'est un avantage parce qu'on vient ajouter à nos droits de cotisation REER. Ça ne vient pas nuire à ce que nous avons comme droit de cotisation. Ce 40 000 de CELIAP peut potentiellement s'ajouter à nos droits que nous avons droit de base. Justement, j'ai une petite question par rapport à ça. Si on sort ce qui est du REER, on l'envoie au CELIAP, on fait, par exemple, on fait 1 000 $ sur une période de 5 ans, on décide qu'on ne veut pas aller acheter cette maison finalement, puis on le redonne au REER. Comment ça fonctionne? Est-ce que ce 1 000 $-là va être imposé dans le transfert ou... C'est une bonne question. En fait, dans le transfert, il ne sera pas imposé parce que, comme j'ai mentionné tantôt avec le REER, c'est lors du retrait du REER que là, ça va être imposé. Donc, on a eu la déduction d'impôt de la cotisation. On fait des rendements à l'abri de l'impôt à l'intérieur du CELIAP ou du REER. Mais lors du retrait, s'il est dans un REER, là, on va être imposé dans tous les cas sur notre revenu brut annuel. J'ai une petite follow-up question. Dans le fond, si on a, pendant ce transfert-là, on s'est fait 1 000 $ comme la même situation que tantôt, est-ce qu'on peut transférer ces 7 000 $-là ou il y a 1 000 $ de plus qui compte en cotisation de REER? Je veux juste être certain de bien pas, comprendre. ouais. En fait, je crois que c'est la somme totale, en fait, tu veux dire, dans le sens que si on a mis 8 000 dans le CELIAP, il devient 9 000. Est-ce qu'on peut transférer le 9 000 au complet? Ouais, c'est ce que je comprends? Ouais, c'est ça. Exact. En fait, oui. Comme j'ai mentionné, vu que ces rendements-là sont à l'abri de l'impôt, on n'est pas imposé sur cette partie-là spécifiquement. Ça peut être transféré, cotisé. Et pour ce qui est du régime d'accès à la propriété, oui. Est-ce qu'il est encore utilisable ou est-ce que le CELIAP vient le remplacer? En fait, il ne vient pas le remplacer et même que les deux vont pouvoir être jumelés. Donc, quelqu'un va pouvoir utiliser les avantages du régime d'accès à la propriété, donc de retirer 35 000 de son REER pour l'achat de la première propriété et le 40 000 du CELIAP. Donc, techniquement, un couple pourrait avoir jusqu'à 150 000 $ lors de leur premier achat de propriété là, qui serait à l'abri de l'impôt lors de la transaction. Donc, peut-être pour quelqu'un qui a cotisé son CELIAP au complet et qui a toujours pas acheté une propriété, peut-être que là, c'est là que le RAP pourrait devenir intéressant, dépendamment des situations, j'imagine. Mais... Exact. C'est certain que le RAP, c'est toujours du cas par cas. Dans le sens que c'était pas nécessairement tout le monde qui devait absolument utiliser le régime d'accès à la propriété quand ça dépendait de plusieurs facteurs. Mais c'est sûr que le CELIAP là, vient un petit peu changer l'équation parce que pour tout le monde qui veut acheter une propriété, là, il y a un avantage parce que avec le régime d'accès à la propriété, c'est qu'il fallait rembourser le montant, puis après ça, c'est s'assurer de remettre ce qu'on avait pris. Fait que c'était surtout une question de liquidité. On avait besoin de plus d'argent aujourd'hui pour l'achat de la propriété. Avec le CELIAP, oui, c'est une question de liquidité, mais c'est aussi une question qu'on sauve l'impôt. Dans tous les cas. Là. Exactement. Donc, c'est ça surtout la différence entre les deux et pourquoi il devient plus intéressant. À Polytechnique, Montréal, on a beaucoup d'étudiants qui sont par exemple de France ou au nord de l'Afrique. C'est pour ça que je pose un peu la question, c'est qui a accès à ce CELIAP-là?
Ce CELIAP-là, en fait, c'est vraiment tous les individus qui ont au moins 18 ans et qui sont résidents canadiens et comme que j'ai mentionné tantôt, qui n'ont pas été propriétaires dans les 4 dernières années. Donc, ce n'est pas extrêmement sévère de la part du gouvernement pour le moment là, qui a mis ces places-là. Il faut seulement avoir 18 ans et évidemment être résident canadien. Et pour ces avantages fiscaux-là, est-ce que le CELIAP peut être utilisé pour acheter une propriété multirésidentielle qui va être habitée par la personne qui cotise à son CELIAP? Oui, exact. En fait, tant qu'évidemment la propriété est habitée par la personne qui fait la transaction, on peut bénéficier du CELIAP, du RAP, jusqu'à un 4plex. Donc, pas plus que ça, mais jusqu'à un 4plex, on peut l'utiliser, ça. Autre petite question que j'avais, on a parlé tantôt des différents comptes d'épargne. Je voulais peut-être qu'on essaie de démystifier un petit peu les différents comptes. Oui. Donc, j'avais en tête différents comptes, puis peut-être que tu vas pouvoir nous aider à voir plus clair là-dedans. Bien sûr. Des comptes de courtage, des fonds communs de placement, des comptes d'épargne et des certificats de placement garantis. C'est les 4 que j'avais identifiés. Est-ce que tu pourrais me départager puis peut-être m'expliquer un petit peu à quoi ils servent, c'est quoi leurs différentes caractéristiques? Oui, bien sûr. Puis ça, c'est important de garder en tête que ces 4 types de comptes-là, évidemment, peuvent tous être des CELI, des REER, des R3E. Donc, encore une fois, la distinction vraiment entre le compte et l'enregistrement qu'on associe à ce compte. Mais oui, je peux prendre le temps sur chacun. Le premier, le compte épargne, qu'on connaît sûrement déjà tous, là, sûrement que la majorité d'entre nous en ont. Évidemment, il n'y a pas grand-chose qui se passe en termes d'intérêt dans ce compte-là, mais c'est quand même un type d'épargne qu'on peut utiliser. Donc, je n'ai pas besoin d'aller plus loin pour celui-là. Les CPG, en fait, ça, c'est des certificats de placement garantis, vous avez mentionné. Ce sont des placements, évidemment, qui ont des termes stricts en termes de, OK, pendant 3 ans, on va investir tel montant, on va garantir tel rendement. Donc, ça, c'est pour une certaine type de clientèle qui veut évidemment avoir cette garantie-là sur leur type de placement. Par la suite, il y a les comptes de courtage. En fait, c'est quelqu'un qui veut lui-même gérer ses placements. Donc, évidemment, on va acheter nos propres actions, nos propres obligations. On veut aller un petit peu plus dans le côté spéculatif du marché boursier, souvent quand on va aller dans ce type de compte-là. Donc, plus de risques, mais des fois, peut-être qu'on en a plus, peut-être qu'on en a moins aussi, dépendamment comment on gère ça. Et le dernier évidemment étant les fonds comme un placement. Ça, c'est le type de placement que nous offrons chez Ferric. Celui-là, je peux aller un peu plus en détail, en fait, comment ça fonctionne, comment ça permet de réduire le risque aussi dans ces types de placements-là. Mais en gros, il y a souvent 2 parties. Il va y avoir les actions et les obligations. À l'intérieur de ce placement-là, ça va être les deux grands titres, dont la partie d'obligation qu'on va souvent utiliser comme revenu fixe. Donc, qu'est-ce que c'est concrètement? Puis je vais me donner un exemple pour expliquer les obligations. En fait, en gros, une obligation, c'est un véhicule de dette qui va être émis par un gouvernement ou une compagnie. Et ce véhicule de dette-là va avoir un objectif précis. Par exemple, on invente un exemple comme ça, que le gouvernement du Québec émet des obligations pour reconstruire les routes du Québec, par exemple. Donc, si nous disons, OK, on va émettre des obligations de 5 000 avec des durées de 5 ans, et pour vous remercier d'avoir prêté cet argent-là sur la période de 5 ans, on va vous donner, par exemple, 100 par année. Donc, nous, à chaque année, en tant qu'investisseur, on reçoit 100 et à la fin de la période de 5 ans, on reçoit notre 5 000 initial. Donc, le seul risque avec ce type de placement-là serait évidemment que la Banque du Canada fasse faillite si on est investi auprès du gouvernement, par exemple, ou l'entité légale qu'on a évidemment investi. Donc, il y a quand même un risque. Ce n'est pas garanti des obligations, mais il y a beaucoup plus de stabilité et moins de volatilité, surtout, associée avec ce type de placement-là. Donc, ça va être le premier type de placement qu'on a dans les fonds communs de placement, qui va évidemment offrir la stabilité, moins de risques, mais aussi potentiellement moins de rendement à long terme. L'autre côté, c'est ce qu'on appelle les actions. Donc, les actions, évidemment, c'est quand on est dans le marché boursier, on a tous déjà entendu parler. Une action, qu'est-ce que c'est rapidement? C'est quand on achète une part d'une entreprise. Donc, on devient actionnaire minoritaire d'une entreprise, que ce soit Apple, Google, peu importe l'entreprise. Et en fait, en achetant cette action-là, oui, on va chercher plus de volatilité, potentiellement plus de risques, mais aussi potentiellement plus de rendement, surtout à moyen long terme dans ce type de placement-là. Et le but, évidemment, c'est que la valeur de l'action va suivre la performance de la compagnie. Donc, si la compagnie va bien, ça peut monter. Si la compagnie fait faillite, ça peut aller à zéro. Ça va des deux côtés. Par contre, le principe d'un fonds commun de placement est d'apporter une diversification adéquate pour réduire ce risque-là, surtout au niveau des actions. Et il y a 3 manières principales qu'on peut diversifier pour réduire ce risque-là. Il y a la première qui est l'économie d'échelle. Donc, en termes de volume, on ne veut pas investir dans 2 compagnies, on va investir dans 2, 3, 4, 5, 600 compagnies et plus. Comme ça, si demain, il y en a 10 qui font faillite,
ça n'apparaît pas sur le rendement global du portefeuille. Le deuxième point, c'est par rapport aux différents secteurs géographiques, donc pas seulement au Canada, mais aussi aux États-Unis, en Asie, en Europe, dans différents notamment économies mondiales. Et le troisième qui est très important, dans les différents secteurs d'industrie, donc dans le domaine de la science, de la technologie, de la médecine, peu importe, il y a quand même 10-15 différents secteurs qui nous permettent de, encore une fois, contrebalancer les différents risques et nous permettent de ne pas tout mettre nos œufs dans le même panier, qui est souvent l'expression qu'on va utiliser là, à ce niveau-là. Donc, c'est ça rapidement la différence entre les différents types de comptes. Le fonds commun de placement est vraiment ayant surtout moins de risques associés quand on regarde la diversification qui peut être apportée, le dépendamment du gestionnaire de portefeuille. Une petite dernière question par rapport au CELIAP, juste pour revenir un petit peu. C'est une question, je ne sais pas si vous pouvez y répondre parce que c'est un compte qui est assez nouveau, mais est-ce qu'il y a des pénalités si on a décidé de cotiser à notre CELIAP et que finalement on ne l'a pas utilisé pour acheter une maison, une résidence primaire? Non, il n'y a pas de pénalité, comme que j'ai mentionné tantôt, en fait, dans le cas qu'on a cotisé au CELIAP et qu'on ne veut pas l'utiliser pour l'achat d'une première propriété ou qu'on arrive à un délai de 15 ans, comme j'ai mentionné, on a un délai de 15 ans lors de l'ouverture de compte, on peut transférer ces sommes-là dans le REER, en fait, qu'on a actuellement, qui nous permet, en fait, de même ajouter à nos droits de REER de cotisation. Donc, ça ne vient pas nuire à quoi que ce soit, c'est vraiment un petit plus qu'on se permet en faisant ça. Si jamais on n'achète pas, évidemment, l'idéal, c'est d'acheter avec ces fonds-là, mais si jamais on n'achète pas, on n'y a pas désavantagé. Donc, en dehors de la période de 15 ans, ça devient un investissement pour sa retraite ou pour peut-être rapper ensuite? Oui, définitivement. Une fois que les sommes sont dans le REER, on pourrait rappeler à ce moment-là, ça serait décidément une possibilité. Donc, le terme rapper, je faisais référence à pouvoir utiliser le régime d'accès à la propriété, qui est, Brian, c'est... Oui, exactement. En fait, le régime d'accès à la propriété, c'est le régime qui est déjà en place depuis longtemps au Canada, un petit peu comme le CELIAP, qui nous permet de prendre les sommes d'un compte pour l'achat d'une première propriété. En fait, le RAP spécifiquement, c'est pour retirer jusqu'à 35 000 de notre REER. Donc, le RAP, qui veut simplement dire régime d'accès à la propriété. Le slang québécois, si on veut, a inventé rapper, qui n'est pas vraiment un mot, mais c'est ce que ça, en fait, ça nous permet de retirer, comme j'ai mentionné, jusqu'à 35 000 de notre REER pour utiliser pour la mise de fonds de notre première propriété. Mais après avoir acheté, on a une période de 2 ans qu'on ne doit pas rembourser quoi que ce soit dans le REER, mais après cette période de temps-là, on doit rembourser le montant en fait, qu'on a pris sur une période de 15 ans dans le REER. Et si on ne le fait pas, on va être imposé sur le montant annuel. Donc, tantôt, je donnais l'exemple que si on a retiré 30 000 sur une période de 15 ans, on doit rembourser 2 000 par année dans notre REER. Donc, si on ne le fait pas, on va être imposé sur 2 000 de plus sur notre revenu brut annuel par année pendant 15 ans. Donc, maintenant, je pensais aller vers une autre partie de la finance personnelle qui est vraiment importante, c'est la gestion de la dette. Donc, on est des étudiants, on a plusieurs qui ont des dettes étudiantes. Peux-tu me faire une petite définition des différents types de dettes qui existent au niveau personnel et peut-être nous expliquer un petit peu c'est quoi ta vision par rapport au remboursement des dettes après des études universitaires? Bien sûr. Donc, c'est sûr qu'il y a 2 grandes catégories de dettes. Ce qu'on appelle les produits de crédit rotatifs et les produits de crédit fixes. Donc, la grande différence entre les deux, c'est qu'un produit de crédit fixe, ça va être un prêt. Par exemple, donc un prêt personnel, un prêt hypothécaire, où est-ce qu'on a un montant que pendant X nombre d'années, on va rembourser un montant par semaine ou par mois, quoi que ce soit. Donc, c'est pas un montant qu'on peut réutiliser, c'est vraiment, on a une entente pour un prêt auto, quoi que ce soit, qu'on paye d'un coup. L'autre, le produit de crédit rotatif, ça va être pour les cartes de crédit, pour les marges de crédit. Donc, c'est surtout celui-là qu'on doit bien apprendre à gérer, parce que l'autre, c'est facile, on programme un compte bancaire et les paiements se font pour nous. Tandis que le crédit rotatif, c'est surtout ce qui va nous aider à bien bâtir notre crédit également. C'est surtout sur ça que le bureau de crédit va se baser pour voir est-ce qu'on a des taux d'utilisation élevés sur nos cartes de crédit, est-ce que justement on a plusieurs cartes de crédit puis ils sont toujours presque au maximum. C'est quelques facteurs qui vont être regardés justement là, pour évaluer la cote de crédit et les différents types de produits. Tu as parlé de ratio d'utilisation des cartes de crédit. C'est quoi une bonne technique qu'on peut utiliser avec nos cartes de crédit pour s'assurer d'avoir une bonne cote de crédit? J'entends souvent parler des gens autour de moi qui ont des très grandes capacités d'emprunt sur leur carte de crédit, d'autres qui en ont moins. Et donc, ça serait quoi tes trucs que tu aurais aux gens pour favoriser la meilleure cote de crédit possible? C'est certain que oui. Souvent, les gens vont peut-être avoir peur d'augmenter leur limite de crédit parce qu'ils ne veulent pas avoir accès à d'autres crédits. C'est sûr qu'on se connaît mieux que les autres. Donc, si on sait que c'est comme ça qu'on va bien gérer notre crédit, tant mieux. Mais idéalement, si on est sage, il y a un avantage d'avoir une limite de crédit plus élevée parce que
qu'est-ce que le bureau de crédit va regarder? C'est le pourcentage d'utilisation sur nos cartes de crédit. Et idéalement, on veut garder ce pourcentage-là à moins de 30 %. Et quand je dis à moins de 30 %, c'est du solde qui est affiché sur notre relevé. Ce n'est pas nécessairement le montant qu'on a utilisé aujourd'hui parce qu'on a fait une grande transaction. Puis, je donne un exemple. Quelqu'un qui a une carte de crédit de 1 000 $, fait un achat important aujourd'hui qui lui coûte 900 $, on s'entend qu'il va être à 90 %. Donc, s'il laisserait ça sur son relevé et qu'à la fin du mois, il y a une facture de 900 $ à payer, ça serait un pourcentage d'utilisation de 90 % qui paraîtrait mal sur le dossier de crédit. Par contre, si on fait la transaction aujourd'hui, puis qu'on arrive à la maison, puis qu'on fait un paiement de peut-être 600 ou 700 $ sur le 900, pour justement réduire notre solde à moins de 30 %, mais qu'on le laisse là quand même jusqu'à temps qu'on aille notre relevé qui va afficher « OK, on doit 300 $ pour telle date sur la carte de crédit », puis à ce moment-là, de le payer en entièreté. Parce que dans tous les cas, c'est certain qu'on veut quand même payer en entièreté notre carte de crédit. On ne peut pas payer du 20 plus % en termes d'intérêt, mais le bureau de crédit, en fait, va vraiment regarder plus le pourcentage d'utilisation que le montant. Ce qui veut dire que quelqu'un qui a 900 $ sur une carte de crédit de 1 000 $ paraît moins bien que quelqu'un qui aurait 10 000 $ sur une carte de crédit de 100 000 $ par exemple. Puis on s'entend que 10 000 est beaucoup plus que 900, mais c'est vraiment le pourcentage d'utilisation qui est utilisé dans ce calcul-là. Mais c'est sûr que, autre que le pourcentage d'utilisation, c'est surtout de toujours payer à temps, de ne pas s'assurer d'en manquer de paiement. C'est surtout ça qui va nous aider à maintenir notre carte de crédit. Donc, juste pour clarifier, si on paye ce montant-là sur la carte de crédit le jour même, c'est là qu'on va pas être affecté par ce pourcentage-là trop élevé? Oui et non, parce que c'est important en fait de ne pas non plus la payer en entièreté la première journée, parce que si on fait une transaction avec notre Visa, Mastercard, peu importe, et qu'on le paye en entièreté la même journée, le rapport qui va être généré à la fin du mois au dossier de crédit va être qu'on n'a rien utilisé sur notre carte de crédit. Et si on n'utilise pas notre crédit, on ne peut pas être évalué sur comment on l'utilise, donc on n'aura pas d'impact sur notre code de crédit. Donc c'est important de quand même garder un petit solde qui va être à payer, mais évidemment, uniquement pour le payer lors de la facture, pas pour le laisser pendant 3 mois et payer des intérêts. C'est important de faire la distinction, des fois ça peut être mélangé un petit peu, mais c'est vraiment important de garder quand même un solde sur la carte de crédit pour dire, OK, sur notre relevé, on doit tel montant, puis qu'à ce moment-là, on veut le payer en entièreté. Oui, on veut le payer si c'est un montant trop élevé en avant la maison, mais pas au complet. Parce qu'il faut garder un solde pour que ça se génère un rapport de crédit, si on veut, puis comme quoi qu'on avait une dette, puis qu'on était capable de la rembourser. Je comprends. Est-ce que c'est un petit peu le même principe? Je fais un petit segue vers les marges de crédit. Est-ce que c'est un petit peu les mêmes stratégies qu'on peut utiliser pour bâtir sa carte de crédit avec une marge? Définitivement. C'est sûr qu'on ne veut pas avoir des ratios d'utilisation trop élevés aussi. Okay. Donc, oui. Et un autre point, et qui peut être aussi ajouté, c'est que le plus qu'on a de produits de crédit, le mieux que ça peut nous aider, c'est à ce niveau-là. Tant qu'on les gère toutes bien, là, je ne dis pas d'avoir 10 cartes de crédit non plus, mais si on a 2 ou 3 cartes de crédit versus une, puis qui ont toutes des limites un peu plus élevées, bien, le bureau de crédit va regarder la limite totale rotative. Donc, pas seulement par carte de crédit non plus, ça fait vraiment, si on a 3 cartes de 1 000 $, puis il y en a juste une à 800, c'est pas si pire parce qu'on a 2 autres qui sont à zéro. Sur les 2 autres qui ont de chacun. Mais oui, c'est le même principe pour les marges de crédit. OK, parfait. Et puis, je m'étais toujours demandé ça personnellement, c'est quoi l'impact d'avoir de l'accès à du crédit sur des cartes de crédit, des marges de crédit, sur, par exemple, la capacité d'emprunt hypothécaire que quelqu'un peut avoir? On a parlé beaucoup du CELIAP tantôt. Évidemment, même si quelqu'un utilise son CELIAP, va avoir besoin d'un prêt hypothécaire quand même pour acheter sa propriété. Et donc, si cette personne-là a plusieurs cartes de crédit, fait le truc du 30 % comme tu viens de mentionner, a une marge de crédit, ça va être quoi l'impact de ces comptes de dette-là par rapport à un emprunt? Excellente question. Puis évidemment, comme tu mentionnes, ça vient bien boucler ce qu'on mentionne par rapport au CELIAP et l'achat par la propriété. En gros, ce qui est surtout important sur les produits de crédit rotatifs, dans les dettes, quand on va venir chercher un emprunt, c'est les soldes courants sur ces dettes-là. Pas nécessairement la limite. Parce que si on n'utilise pas ou qu'on paye à chaque mois, par exemple, nos cartes de crédit, techniquement, qu'elles soient de 5 000 ou de 10 000, ça a peu d'impact. Ce qui est surtout important, c'est le solde qui est dessus. Donc, si on a une carte de crédit de 5 000, mais qui est à 5 000, là, en fait, ça va être 5 % du solde du 5 000 $ qui va être ajouté comme un paiement mensuel sur nos dettes. Parce que, en fait, comment ça fonctionne, la capacité d'emprunt, c'est vraiment basé sur nos revenus mensuels et nos dépenses mensuelles envers des dettes, envers la propriété qu'on va acheter, des choses de ce genre-là. Donc, si on a un prêt auto, ça rentre dans l'équation. Évidemment, comme j'ai dit, si on a des cartes de crédit, c'est 5 % du solde qui est considéré dans le calcul. Pour des marges de crédit, c'est normalement 3 % du solde, donc un petit peu moins. Mais évidemment, tous ces montants-là vont être ajoutés dans notre capacité d'emprunt et nos paiements par rapport à ça.
Puis quand on parle du solde, est-ce que c'est le solde la journée où tu vas contracter un prêt hypothécaire? Parce que le solde, évidemment, il change de jour en jour parce que tu rembourses, tu prends des autres dépenses. C'est une excellente question. C'est sûr que oui, des fois, il y a des petits délais par rapport à ça, mais ça va être surtout au moment qu'on commence la demande de crédit. OK. Mais par contre, si on commence la demande de crédit, puis 3 mois plus tard, la carte de crédit est rendue au double du montant, ça se peut très bien que l'institution bancaire fasse... Qu'il y a un petit problème. Exactement. Ils vont quand même vérifier leurs choses de leur côté. OK. Donc, pour la dette, important de démontrer un bon passé de paiement de ses dettes, mais évidemment de ne pas aller au plus qu'on est capable de payer et de rater ses paiements de dette. Donc ça... Exactement, puis c'est deux choses importantes. Puis j'aime ça aussi ajouter un petit point. Là, pour les gens, des fois, ça arrive. Là, on est 2 jours en retard sur notre paiement de crédit. Il y en a qui vont paniquer, qui vont penser que leur carte de crédit va aller à zéro. Pas nécessairement, en fait, les tâches permanentes au dossier de crédit se font après 30 jours de retard. Là, je ne dis pas que ça ne va pas réduire notre carte de crédit si on est 2 jours en retard, mais ça n'aura pas une tâche permanente. Donc, c'est très important de garder ça en tête que tant qu'on n'est pas à plus que 30 jours de retard, puis dans ces 60 ou 90 jours, là, ça devient encore plus un problème. Mais oui, c'est surtout, en fait, qu'est-ce qui est regardé par les institutions qui vont regarder justement pour un prêt hypothécaire avec vous? C'est le ratio de revenus versus les dettes. Et à part de ça, évidemment, notre dossier de crédit. Donc, est-ce qu'on a eu des paiements de retard ou non? C'est notre cas de crédit, notre historique par rapport à ça. Donc, c'est surtout 2 volets qui sont identifiés. Puis souvent, qui vont être indépendants de chacun. Dans le sens qu'ils vont peu s'influencer un ou l'autre. Il faut vraiment avoir ces 2 critères-là. C'est pas parce qu'on a un des deux qui est vraiment bon que ça va nécessairement contrebalancer. Pour conclure un peu sur la finance personnelle, est-ce que vous avez des conseils ou des principes généraux de finance pour quelqu'un qui intègre le marché du travail? Puis par la suite, comment est-ce que vous pensez que Féric peut aider les ingénieurs dans cette démarche? Bonne question. C'est certain que oui. La première étape que moi je donne comme conseil à n'importe qui est de se faire un budget. Donc, premièrement, quand on a un certain revenu fixe, c'est plus facile. Évidemment, quand on a des jobs étudiants, c'est plus difficile. Mais quand même d'avoir une bonne idée de qu'est-ce qu'on a qui rentre comme argent, qu'est-ce qui sort par rapport à nos dépenses, qu'est-ce qu'on a besoin de faire. Donc, ça, c'est vraiment la première étape qui est importante. Et dans chez Féric, avec nos conseillers, nos planificateurs financiers, on peut vous aider même avec la simplicité de faire un budget si on veut. Ça va plus loin que ça, par contre, éventuellement. Quand on parle de planification financière, c'est beaucoup plus que juste l'investissement. En fait, les gens souvent vont penser juste à ça, mais il y a d'autres aspects comme le besoin d'assurance qu'on doit évaluer, par exemple. Donc, ça ne veut pas dire que Féric vend des assurances. En fait, nous n'en vendons pas. Mais on va quand même regarder, est-ce qu'il y a un besoin d'assurance? Dans le sens que si, par exemple, vous avez une hypothèque et des enfants et quelqu'un qui dépend de vous financièrement, si quelque chose vous arrive, est-ce qu'il y a des gens qui dépendent de vous, qui dépendent notamment qui seraient dans le pétrin si jamais vous n'avez pas d'assurance? Oui ou non, on détermine est-ce qu'il y a un besoin d'assurance. Donc moi, ça va être ça mon travail de regarder avec vous. Est-ce qu'il y a un besoin, oui ou non? Puis par la suite, je vais vous dire, allez chercher telle assurance ou pas par rapport à votre situation. Puis parmi tant d'autres, on parle aussi des aspects fiscaux, des aspects de retraite, même de succession. C'est tous des aspects de la planification financière qu'on ne pense pas. Puis en tant qu'étudiant, on ne pense pas à notre succession tout de suite. Mais à long terme, ça fait partie de ce que Féric peut faire pour vous. Mais aussi, à l'intérieur de ça, c'est aussi l'importance d'avoir un fonds d'urgence qu'on va souvent évaluer à entre 3 et 6 mois de revenus. Dans le sens que si demain quelque chose vous arrive, on veut être capable d'avoir un fonds d'urgence pour être capable de remédier à la situation ou quoi que ce soit à ce niveau-là. Budget, fonds d'urgence, puis par la suite, en fait, prendre l'habitude de se payer en premier. Puis ça, c'est souvent en faisant avec l'automatisation des prélèvements automatiques dans des placements ou quelque chose du genre. Mais ce que je veux dire par se payer en premier, c'est d'inclure notre épargne pour nos objectifs, que ce soit l'achat de la propriété ou même la retraite, dans nos dépenses. En fait, si je mets 100 $ par semaine dans un placement, ça fait partie de mes dépenses parce que je veux arriver à mes objectifs à moyen et long terme. Donc, ça serait ça mon conseil. Ouais, au lieu que l'épargne vienne de ce qui reste à la fin du mois, puis qu'au final, les dépenses courantes passent avant l'épargne. Exactement. Et même l'avantage, surtout, de le faire périodiquement, c'est que nous n'entrons pas dans le marché dans un seul moment. C'est quelqu'un qui vient me voir qui me dit « OK, je veux mettre 1200 aujourd'hui ou je devrais mettre 100 $ par mois. » Je vais dire de mettre 100 $ par mois. Parce que si on met 1200 aujourd'hui, on ne sait pas si on est dans un haut ou dans un creux par rapport au marché. Donc, si on achète dans le haut, on va être moins content si un an plus tard, ça va baisser. Tandis que si on achète à chaque mois un petit montant, ça nous permet d'avoir une meilleure moyenne pondérée de notre coût, en fait, par rapport à ce placement-là, et d'avoir un meilleur rendement, surtout à long terme. Et de bâtir une habitude aussi d'investissement qui pourra aller plus loin que ces 12 mois-là qui étaient de base. Définitivement. Avant qu'on se laisse, est-ce que vous pouvez nous présenter votre concours Les Anges du Génie,
Justement, on le sait qu'il y a nos collègues de Polytechnique, Flora Domanger et Gabriel Rousseau, qui sont finalistes. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Oui, bien sûr. En fait, les Anges du Génie, c'est un nouveau concours que nous avons lancé cette année pour en fait encourager les jeunes étudiants dans le monde du génie à innover, à créer leurs projets. En fait, c'est notre manière de redonner, d'encourager les jeunes dans cette initiative. Et en fait, Les Anges du Génie est une nouvelle émission qui va être diffusée pour la première fois ce jeudi, le 16 mars, à 19h, et auquel il va y avoir les 6 finalistes, justement, dont le club ECA que vous avez mentionné de la Polytechnique. Et en fait, c'est des bourses de jusqu'à 35 000 $ qui vont être remis à ces 6 finalistes. En tout, il y a eu presque 50 groupes qui ont participé. Nous avons choisi, en fait, les gens qui votaient à ce niveau-là ont choisi 6 finalistes qui vont participer à l'édition et qui, évidemment, vont recevoir les prix. Donc, je vous invite, évidemment, à aller vous inspirer si vous voulez participer dans les années prochaines, dans les futures. C'est le plan que les Anges du Génie reviennent et que vous pouvez, évidemment, peut-être bénéficier de bourses pour sponsoriser vos projets. Bon, ben, excellent. Vraiment intéressant. C'est un beau projet, puis ça va être bon pour plein de nouveaux étudiants qui veulent développer des business. Fait que c'est vraiment un très bon concours. Je te remercie vraiment, Brian. Ça a vraiment été éclairant pour tout le monde par rapport aux finances personnelles. Peut-être juste regarder s'il y a des questions dans l'audience. Est-ce que c'est possible pour nous de vérifier nous-mêmes notre code de crédit ou il faut passer par une banque pour la savoir? En fait, oui, c'est possible pour nous de vérifier. Il y a plusieurs applications et sites qui nous permettent de le faire. Donc, c'est pas difficile à trouver. C'est vrai qu'il y a certaines institutions qui nous permettent d'avoir accès à la code de crédit aussi, mais il y a plusieurs applications et sites qui sont disponibles pour vérifier la code de crédit également. Est-ce qu'il y a des moyens d'augmenter sa cote de crédit? C'était la question de Hugo. Donc oui, en fait, tout simplement avec l'utilisation de crédit, donc avec les bonnes habitudes de crédit, en ayant des ratios d'utilisation plus faibles, en utilisant le crédit aussi, comme j'ai mentionné. Si on ne l'utilise pas du tout, ça ne va pas aller mieux ou pire, ça va juste rester pareil. Mais en fait, simplement en utilisant notre crédit, ça l'augmente graduellement. Donc souvent, ça va être par plus 2, plus 3, plus 4 points par semaine, dépendamment de la situation et de l'utilisation. Mais oui, c'est décidément possible. Là. Et juste partie informatif, la cote de crédit peut aller jusqu'à un maximum de 900. Et normalement, on demande d'avoir une cote de crédit d'à peu près au moins 700 pour faire des demandes de crédit pour un prêt hypothécaire, par exemple. Mm-hmm. C'est quoi les tâches au dossier que vous avez mentionnées ultérieurement qui peuvent rester de façon permanente? En fait, c'est surtout les paiements de retard qui sont de plus de 30 jours. Donc, si on a un solde qui est dû sur une dette, que ce soit une carte de crédit, un paiement de prêt ou quoi que ce soit, et qu'on ne paye pas pendant plus de 30 jours, là, ça vient faire une tâche permanente dans le bureau de crédit. Après 60 jours, une tâche pour le 60 jours. Après 90 jours, une tâche pour le 90 jours. Puis être plus loin que ça, après ça, ça peut être des faillites, puis évidemment des recouvrements, des choses de ce genre-là. Là, ça devient beaucoup plus compliqué. Parce que si on déclare faillite, on ne peut pas techniquement faire des demandes de crédit pendant une période de 7 ans par la suite. Donc, ce n'est pas à faire, évidemment, si on veut s'acheter une propriété dans les prochaines années. Mais c'est ce genre de tâches-là qui vont amener des problèmes plus importants, surtout à long terme. En gros, c'est des paiements en retard qui vont amener des tâches au bureau de crédit. Qu'est-ce que pour vous est un taux qui est assez haut pour demander une hypothèque, puis à quel point ça nous affecte? En fait, pour répondre à la question, ça va vraiment dépendre de l'institution. Il y en a qui vont donner des taux plus avantageux sur le meilleur des cas de crédit, il y en a que non. Donc, ça dépend de plusieurs facteurs, puis ça dépend vraiment de l'institution qui émet le prêt. Donc, malheureusement, il n'y a pas de réponse parfaite à ta question. Ça dépend vraiment là, de la différents scénarios, dépendamment de qu'est-ce qu'eux offrent. Est-ce qu'ils ont donné un rabais à cause qu'on a le meilleur code de crédit? Mais majoritairement, une fois qu'on a atteint une certaine cote de crédit, c'est surtout ça qui va dire « OK, on peut donner un prêt hypothécaire et non nécessairement réduire le taux tant que ça, dans la majorité des cas, mais dans certains cas, ça pourrait le faire. » Bon, ben merci beaucoup, Brian. Je pense que la séance de questions est finie. Parfait. Merci beaucoup à vous, les gars. Merci beaucoup, Brian.